Alors, bonjour à toutes et à tous, Joris Darfin pour Agora d'Azibao, petit webinaire rapide, un petit peu moins d'une heure, sur la posture et l'autorité. Donc, de manière participative, je proposais aux participantes et participants que j'accueille depuis quelques minutes de dire un peu comment ils vont. Donc, Jérôme est plutôt heureux et intéressé. On voit que euh, optimiste est optimiste. Alors, si vous voulez mettre votre prénom plutôt qu'optimiste, c'est pas mal, comme ça je sais un petit peu qui est optimiste. Mais voilà, c'est un petit brise-glace qui permet un peu de voir comment les gens vont. J'avais fait aussi un rond pour que vous donniez un petit peu vos attentes. Et puis, une proposition de brainstorming sous forme de nuage de mots pour qu'on voit à quoi vous fait penser le mot autorité et le mot posture. Donc là, je vais laisser encore quelques secondes. N'hésitez pas à double-cliquer sur la partie rose et puis à dire à quoi ça vous fait penser autorité ou à le dire à l'oral. Si je peux avoir au moins une ou deux contributions à l'oral, moi, ça me permet ou à l'écrit, ça me permet de voir un petit peu à quoi vous associez ce mot autorité et à quoi vous associez ce mot posture et pourquoi finalement vous êtes là aujourd'hui plutôt que en train de regarder le très bon film de Leonardo DiCaprio sur Don't Look Up, je crois que ça s'appelle, que je vous conseille. Voilà, c'était une petite pub en passant. Ça ne sert à rien par rapport au thème, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. Je vois aussi Camille qui est intéressée. Donc, merci pour ça. Je vois qu'il y a quelques idées qui apparaissent autour du mot autorité. Alors, État, ordre, armée, obéissance. Donc, déjà, quatre mots forts. Merci pour les deux personnes qui ont contribué. Et c'est vrai que quand on fait des brainstorming sur l'autorité, très vite, on a des choses qui apparaissent de l'ordre un petit peu du martial, de l'ordre, du descendant, de la contrainte, de la force, des choses comme ça, de l'imposition. Et très souvent, je ne sais pas vous, mais très souvent, les gens ont peur de ce mot. Et quand ils se retrouvent avec une fonction particulière, qu'elle soit celle du prof, formateur, animateur, manager, etc., etc., moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui disent, ah, je veux bien prendre la fonction, mais je ne veux pas prendre l'autorité. Je ne veux pas incarner l'autorité, je ne veux pas être autoritaire, donc on mélange tout un tas de mots de temps en temps. Voilà, je vois quelqu'un qui a noté pouvoir aussi. Alors l'idée là de ce brainstorming nuage de mots, c'est de double-cliquer sur la partie rose. Ça permet de rentrer directement le mot et de faire un nuage de mots. Puis quand il y a des mots qui reviennent plusieurs fois, ils apparaissent en plus gros. Vous voyez, hein, armée, petit chef, ordre, obéissance, état, enfin, c'est vraiment des mots qui sont souvent péjoratif dans la tête, dans l'esprit des personnes qui réfléchissent à ce sujet avec moi. Quand on dit posture, tiens, ce n'était pas un nuage de mots que j'ai fait, là, c'était plutôt, j'ai pas fait exprès, une contribution les uns après les autres, fauteuil allongé, leadership, etc. Donc voilà, bon, ça me fait déjà quelques petites contributions. Ce qui est important, je pense, avec la question de l'autorité, c'est de comprendre un petit peu de quoi on parle, de prendre un petit peu de recul et puis de distinguer notamment l'autorité de l'autoritarisme, le être autoritaire, de avoir de l'autorité. Et finalement, à un moment, d'accepter que si on prend la fonction, on prend l'autorité qui va avec, parce que, par exemple, si en colonie de vacances, je suis l'adulte, ben, je suis l'adulte, donc dans le contrat des colonies de vacances, j'ai l'autorité. Je représente l'autorité. On va voir ce que ça veut dire et puis qu'est-ce qu'on met comme adjectif derrière pour éviter de tomber dans un état policier lorsqu'il y a de l'autorité ou d'être dans cette idée d'armée, d'ordre, etc. Et donc, moi, quelques principes qui me parlent lorsqu'on parle d'autorité. Ce n'est pas une compétence, l'autorité. Ce n'est pas une compétence comme, par exemple, l'écoute empathique peut être une compétence ou la médiation peut être une compétence, etc. Ce n'est pas un trait de personnalité. C'est plutôt un des éléments du calibrage relationnel. Si vous me parachutez, moi, tout de suite, dans un groupe avec qui je dois à qui je dois faire quelque chose, eh bien, je ne vais pas être parachuté avec ma compétence qui va me servir. Je vais atterrir dans le groupe. Et puis, avec le groupe, on va construire peut-être un contrat de groupe. Je vais me présenter, je vais dire pourquoi je suis là, je vais leur demander si c'est OK la raison pour laquelle je suis là. Et ensuite, bah, je vais faire ce pourquoi je suis venu, ma fonction. Et donc, je vais construire avec eux, avec elles, les personnes du groupe, un calibrage relationnel dans lequel il y a la notion d'autorité. Donc, c'est vraiment quelque chose, finalement, si on veut que ce soit durable, efficace et qu'on ne tombe pas dans des choses imposées, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la pleine conscience normalement et du librement consenti.
ou sinon c'est autre chose, c'est de l'oppression, c'est du conditionnement, c'est du chantage, c'est des choses comme ça. On verra un petit peu à chaque fois qu'on parle d'autorité, et notamment des 4 dimensions de l'autorité, les abus qu'il y a qui tombent dans de la manipulation, du chantage, etc. Donc ce n'est pas, selon moi, être, c'est plutôt avoir, ou plutôt même mettre en place. Il y a une notion un petit peu de dynamique. Si vous prenez 12 personnes au hasard, vous les mettez dans une pièce, que vous les mettez en rond, et que vous leur dites, bah, c'est parti, il y a une formation qui se déroule, et parmi vous, il y a quelqu'un qui est formateur, ça tombe bien, mais vous ne savez pas pour le moment qui c'est. Ça, c'est ce que faisait Mérieux au début. Il a fait dans les années 70-80, Philippe Mérieux, des formations BAFA. Il ne disait pas qui étaient les formateurs. Ils en sont revenus après parce qu'ils disaient que c'était manipulatoire. Mais du coup, ils voulaient que ce soit vraiment de la socio-construction, de l'auto-organisation pour aller très loin vers le système le plus organisé qui soit, qui est l'anarchie. Hein, c'est pas le chaos, l'anarchie. L'anarchie, c'est le système le plus organisé qui soit. Mais ils se rendaient compte que c'était quand même manipulatoire parce qu'il y avait quand même des formateurs dans le groupe. Donc voilà, je ferme la parenthèse là-dessus. Mais si on met 12 personnes en cercle qui se regardent les unes les autres, il n'y a pas une personne qui, par sa communication non verbale ou quoi, directement va se dégager comme je suis le formateur, c'est moi qui ai l'autorité. Donc c'est plutôt quelque chose qui va se négocier, qui va s'expliquer. Cela ne se décrète pas, cela se construit, ça va dans le sens de ce que je disais. Et ce n'est pas de l'autoritarisme. Je voulais faire un petit graphique, je ne l'ai pas fait, mais qui représente un petit peu la montée de l'autoritarisme en abscisse et puis la montée de l'autorité. Je pense vraiment que plus il y a de l'autoritarisme, moins il y a de l'autorité. Je pense vraiment que l'autorité disparaît avec l'autoritarisme qui est complètement autre chose. Et plus l'autorité, elle est consentie, elle est comprise, elle est partagée, et plus elle libère, alors que l'autoritarisme, à l'inverse, il impose, il oppresse. L'autoritarisme, c'est simplement une manière d'avoir le pouvoir par une ou plusieurs personnes sur les autres. Ça n'est pas la capacité à mettre en mouvement les personnes avec qui on travaille. Donc, si vous êtes, n'hésitez pas à m'interpeller à l'écrit ou à l'oral. Vous pouvez coller des post-it, rajouter des documents, des liens web, des choses comme ça, ou interpeller à l'oral. Si vous êtes le facilitateur, le formateur, la facilitatrice, la formatrice, etc., vous avez nécessairement, selon moi, l'autorité relative à cette fonction. Ce n'est pas négociable, en fait. Donc, si vous acceptez la fonction, vous acceptez l'autorité qui va avec. On va expliquer après les 4 dimensions de l'autorité et comment on peut la définir avec ces 4 dimensions. Mais si vous acceptez cette fonction-là, vous acceptez l'autorité qui va avec. Ça ne peut pas marcher autrement. On peut, par contre, bien sûr, rejeter la violence, la verticalité, les conditionnements, les oppressions, tout en gardant l'autorité. Et peut-être essayer de vous souvenir de figures d'autorité que vous avez rencontrées qui n'ont été ni violentes, ni verticales, ni qui ont contribué à avoir des conditionnements, ni qui vous ont oppressé, etc. Des enseignants, des enseignantes, un chauffeur, une chauffeuse de bus, des animateurs, animatrices, des oncles, des tantes, etc., etc., qui ont finalement su construire avec vous un calibrage relationnel qui avait du sens et qui, à vos yeux, avait une forme d'autorité. Donc l'autorité, selon moi, en tout cas ce que je souhaite moi mettre en œuvre, ce n'est pas le pouvoir d'imposer quelque chose à quelqu'un, c'est plutôt la capacité de contribuer à mettre en action ou en réflexion quelqu'un, de construire avec il ou avec lui ou elle, voire même non pas de construire avec lui ou elle, et puis on verra un petit peu la posture non directive selon Carl Rogers, ce qui vient de plus loin, de Socrate, qui est un des premiers théoriciens finalement de l'éducation nouvelle, de mettre en œuvre un environnement où moi je suis ressource et j'ai autorité de compétences pour mettre en œuvre cet environnement qui permettent à la personne de grandir. Et là, c'est un petit peu la manière que moi j'ai de voir ma posture en facilitation, la mise en place de mon autorité en facilitation, c'est que j'ai la compétence de mettre en place un environnement humain, technique, etc., qui permettent aux gens de construire à plusieurs, ce qu'on appelle le socio-constructivisme. Peut-être aussi pour finir sur cette introduction sur l'autorité, il y a des dimensions culturelles, politiques, historiques. Et donc, des conditionnements. Vous allez dans certaines communautés, en fonction de la religion, de l'origine géographique, des choses comme ça, la figure de l'homme s'impose plus facilement avec le mot autorité que la figure de la femme. Il y a quelque chose de culturel, de politique, d'historique là-dedans. Et dans le débat présidentiel, le mot autorité revient sans arrêt. Je ne sais pas si vous avez vu Valérie Pécresse, elle a un référent autorité, c'est Éric Ciotti, ça promet. Et Zemmour en parle beaucoup aussi. Et ce mot autorité, il a un sens politique, idéologique derrière qui est très, très marqué. Donc,
moi, je ne vais pas faire de la politique politicienne ici, mais quand je parle d'autorité, moi, mes bases, c'est la communication non violente et l'éducation nouvelle, avec des figures comme Philippe Mérieux, comme Carl Rogers, comme Montessori, etc. etc. Donc, je suis culturellement et politiquement, sans parler politique politicienne, mais culturellement et politiquement, moi, je suis marqué par un environnement idéologique qui fait que ma définition de l'autorité, ma définition de la posture et ce que je veux mettre en œuvre avec ça, elle n'est pas neutre. Donc, ce que je vous présente ici, c'est une manière de voir les choses, ça c'est sûr. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Et donc, l'autorité, pour vous donner un exemple, je vous ai dit entourez ou mettez des post-it sur les émotibules là. Et certaines personnes l'ont fait, 2 ou 3. Si je vous avais dit, bon, effacez tout et puis recommencez, faites-le, puis effacez tout et puis recommencez, faites-le. Je ne sais pas si la deuxième fois vous l'auriez fait, si la troisième fois vous l'auriez fait. Je pense qu'au bout d'un moment, vous auriez lâché parce qu'il n'y aurait plus de sens à ma consigne. Et le fait de me faire confiance pour vous mettre en mouvement de manière positive pour vous, au bout d'un moment, il aurait été perdu. Par contre, la première fois que je vous l'ai dit, vous l'avez fait. Est-ce que c'est parce que j'ai un charisme incroyable et c'est parce que j'ai eu la capacité de vous l'imposer? Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la séduction qui se met en place entre nous? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que très souvent, l'a priori, dans notre situation à nous, qui n'est pas le même lorsqu'on est en animation socioculturelle dans les quartiers, par exemple, c'est un a priori de compétence de l'intervenant. Vous avez un a priori, pour ça peut-être que vous êtes venu, sauf si c'est pour faire un reportage sur mon incompétence peut-être, mais si vous estimez que je suis compétent et que c'est pour ça que vous êtes venu, vous me reconnaissez une autorité de compétence. Donc, comme je vous dis, quand je vous dis s'il vous plaît, entourez, s'il vous plaît, réagissez, s'il vous plaît, faites le nuage de mots, vous me reconnaissez cette autorité de compétence et vous vous mettez en mouvement à cause de ça, grâce à ça. Et donc, c'est une des 4 dimensions de l'autorité. Donc, s'il y en a un ou deux, une ou deux qui ont s'il vous plaît, la capacité d'allumer les micros et puis de me dire un petit peu à l'oral, c'est quoi les dimensions de l'autorité que vous imaginez? Donc, on a dit autorité de compétence. Ça peut être quoi les autres? Comment on fait pour mettre en place de l'autorité face à une personne, face à un groupe? Messieurs, dames, ça peut être quoi les autres? Autorité de compétence, les autres, c'est quoi? Comment le prof, le CRS, la CRS, les hommes et les femmes politiques, etc., donc à l'oral ou à l'écrit, comme vous le faites, merci. Qu'est-ce qui fait, c'est quoi les dimensions qui vont asseoir l'autorité de quelqu'un, et qui vont faire que certaines personnes auront plus ou moins d'autorité. Donc l'autorité de fonction, on pourrait dire aussi l'autorité hiérarchique de position, ça va un petit peu ensemble. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le fait d'être forcé, Ouais. d'être contraint, Comment on peut te forcer? On peut te forcer par la punition, par la menace, par la la peur, ouais. force, par la peur, etc., etc. Et ça, c'est plutôt une stratégie pour te mettre en mouvement. Mais finalement, je peux avoir une autorité de compétence et te forcer, je peux avoir une autorité de fonction et te forcer. Donc, ça ne va pas tant être une dimension de l'autorité qu'une stratégie derrière pour mettre les gens en mouvement. Mais après, peut-être que les gens qui vont te forcer, et notamment le policier qui va te forcer à t'arrêter et puis à te faire souffler dans un ballon, qu'est-ce qu'il a, lui, comme autorité? Il a une autorité de fonction, il s'appuie sur quoi comme autre autorité? On peut avoir des textes de loi? Pardon, vas-y, redis-nous. Des textes de loi? Oui, donc ça va être une autorité de fonction, une autorité de position, ouais, de loi, tout à fait. Moi, je pensais à l'autorité charismatique. C'est tout ce qui va être d'apparence. C'est tout ce qui va être de l'apparence. Si, avec certains groupes d'enfants, vous faites 1,43 m, que vous faites 42 kilos, que vous parlez avec une voix fluette et puis que vous ne savez pas trop positionner vos mains quand vous parlez et que vous baissez la tête, peut-être que vous allez avoir plus de mal à accrocher leur attention et puis derrière à mettre en place une relation où vous avez l'autorité de dire là, le bus arrive, il faut qu'on parte à l'acrobranche, donc montez dans le bus s'il vous plaît, que si vous faites 2,12 m, que vous êtes basketteur, que vous avez une communication non verbale qui impacte. Je ne dis pas que c'est bien d'être petit et que c'est bien d'être grand ou tout ça. De toute façon, il faut dépasser rapidement tout ça. Mais ce que je dis,
c'est que le charisme, ça joue. Et quand on fait 1,40 m et qu'on fait 40 kilos, on peut avoir du charisme. Ça se travaille. Donc, il y a tout un travail sur la communication non verbale. Ça passe par comment je positionne ma voix, comment j'utilise mes mains, comment je m'habille, comment je me présente, la symbolique de l'aménagement des lieux, etc., etc. Donc, il y a toute cette partie finalement charismatique. Regardez dans les hommes et les femmes politiques pour l'élection présidentielle, ils n'ont pas tous et toutes le même charisme. Il y en a qui ont énormément de charisme, d'autres non. Par exemple, je pense à Eva Joly il y a quelques années. Elle était ultra compétente sur tout un tas de sujets. Elle n'était pas reconnue pour avoir un charisme rayonnant. Et du coup, peut-être qu'elle a perdu quelques voix à cause de ça. Ça peut poser question sur notre fonctionnement démocratique, mais le charisme, l'apparence va jouer un rôle dans la mise en place de la relation, dans le calibrage relationnel, en tout cas au début peut-être. Et après, si quelqu'un ne s'arrête qu'à son charisme, là, on va tomber très, très rapidement dans une dictature du charisme qui est très souvent oppressive. Hein. Et c'est là où s'épanouissent certains manipulateurs relationnels, des pervers toxiques, etc., etc. Donc, il y a l'autorité de compétence, l'autorité de fonction, l'autorité charismatique, d'apparence. Est-ce qu'il n'y a pas une autre dimension qui nous permet de faire bouger les gens dans le sens où on pense que c'est bien pour eux? Comment vous faites, vous, quand vous facilitez? Vous travaillez sur votre charisme, vous rappelez, vous positionnez votre fonction, vous avez vos compétences. Est-ce qu'il n'y a pas un autre truc qui fait que vous arrivez à faire bouger les gens? Et la relation, Ouais, être la capable de... relation, donc l'autorité relationnelle, qu'on appelle souvent l'autorité affective. Et ça va jouer. Quand à l'accueil café, vous allez serrer la main des gens, vous allez leur dire bonjour, vous leur demandez comment ça va, vous essayez de trouver des points communs avec eux. Ah ben moi aussi, je fais du vélo, vous êtes venu en vélo. À la pause, on va voir celui qui fait un peu la gueule pour savoir comment ça va. On essaye d'être sympa. Peut-être on va taper dans le dos de la personne qui passe, gentiment. C'était ça que je voulais dire, etc., etc. Il y a tout ce contact affectif qui est important à mettre en œuvre aussi et qui va asseoir une autorité. Repensez aux profs que vous avez appréciés. Peut-être que c'était des profs qui étaient clairs sur leur charisme et leur fonction, que certainement ils avaient des compétences. Mais souvenez-vous des profs que vous avez le plus appréciés. Moi, je fais le pari qu'une grande partie, c'est des profs qui avaient un relationnel affectif de qualité avec vous, qui vous respectaient comme humain, qui étaient sympas, qui faisaient peut-être des blagues et qui avaient vraiment le côté humain et pas que le côté prof. Donc, c'est ces 4 dimensions qui permettent d'avoir une autorité un petit peu équilibrée. Pour faire un petit peu rapidement, si vous vous arrêtez uniquement sur l'autorité de fonction ou de charisme ou relationnel, ça ne marche pas. C'est l'autorité de compétence qui, seule et unique, est indispensable dans la mise en place d'une autorité acceptée, de qualité, etc., etc. Mais il faut aller piocher aussi un petit peu dans les autres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être que dans l'autorité hiérarchique ou l'autorité charismatique ou l'autorité affective, parce que ça devient sinon du chantage, des choses comme ça, on va voir. Il faut aller piocher, construire un petit peu avec les trois et ne pas oublier l'autorité de compétence. Je pense par exemple à un prof qui rentrerait dans une classe dite difficile avec des élèves où elle ne connaît pas, qui n'auraient pas beaucoup de charisme, qui ne saurait pas comment être sympa avec ces jeunes qui ne sont pas de sa génération, où il y a peut-être aussi une rencontre culturelle, etc., qui est en début de carrière, qui n'est pas très, très sûr de sa légitimité professionnelle, etc., etc., bon, ben, 0 sur 3 pour le moment. Par contre, si quand il arrive, il installe les oscilloscopes, il installe un super système mécanique avec un mécanique et électromagnétique super accrocheur où on se dit tiens mais comment c'est possible que ça marche et tiens c'est quoi cette courbe etc., etc. Bah là le silence se fait. Le silence se fait beaucoup plus facilement que si le prof ou la prof en question essayait d'être super sympa, super chaleureux, ou alors de faire la grosse voix et d'en imposer, ou de dire je vous rappelle que c'est moi le prof. S'il y a quelque chose d'intéressant à faire, avec l'autorité de compétence, on entraîne les gens. Si demain, vous partez avec quelqu'un faire de l'acrobranche, vous n'avez jamais fait d'acrobranche, vous allez chercher la compétence avant de chercher quelqu'un de sympa ou de charismatique ou qui a un gros badge je suis animateur brevet d'État. Donc vraiment, cette autorité de compétence, c'est celle sur laquelle on s'appuie, celle sur laquelle on se rassure aussi, par exemple en tant que facilitateur, et celle sur laquelle, des fois, on recadre le groupe en disant bah, écoutez, moi, je vois que vous êtes un petit peu en difficulté pour écrire votre projet d'équipe.
Moi, j'ai la compétence, si c'est OK pour vous, de partir de vos représentations individuelles, de vous faire rentrer dans du débat et de construire, par exemple, avec une technique de Delphes, en 20-30 minutes, d'une manière convergente, une petite liste de 3-4 objectifs prioritaires. J'ai cette compétence-là. Si vous voulez bien, vous me suivez, vous me faites confiance. On se retrouve dans une heure, on en reparle et puis on peut être critique. Mais là, suivez-moi parce que je peux vous le faire faire. Donc voilà, si ça vous évoque des choses, si vous n'êtes pas d'accord, vous dites. Et puis j'ai un petit document là que j'avais écrit avec Sicabule. Vous le voyez, pouce en l'air si vous le voyez, ou un petit oui à l'oral? Oui, oui. Ouais, c'est bon, merci Eric, Camille, Jérôme, et je ne sais plus qui a parlé à l'oral. Donc un petit document sur ces 4 dimensions de l'autorité que j'avais écrit à l'époque où je travaillais pour Sicabule, qui reprend un petit peu tout ce que j'ai dit, et puis qui finalement navigue avec les 4 dimensions. Je ne vais pas tout vous lire, ce serait fastidieux, puis vous pourrez le télécharger. Mais l'autorité affective, c'est quoi? Comment on fait? Les intérêts, les limites et les risques. Le risque, c'est le chantage affectif. Si vous dites à votre groupe un jour, oh, s'il vous plaît, il faut vraiment que vous m'écoutiez parce que sinon, je vais me faire virer de mon travail. Et quand même, vous m'aimez bien, vous n'auriez pas envie que je me fasse virer de mon travail. En plus, vous savez, j'ai des enfants à nourrir. Là, on tombe dans du chantage affectif. La manière dont je le dis, c'est caricatural, mais cette manipulation affective, elle est quand même existante très, très souvent dans la relation. Donc, il faut parfois un petit peu l'expliciter, parfois un petit peu être en lecture de ça quand on est en position de facilitation, en position d'autorité, mais elle existe. Par contre, voilà, c'est mettre de l'affectif dans une relation, c'est aussi mettre de la place pour les émotions, pour l'humain, c'est montrer de l'intérêt pour la personne et pas uniquement pour la fonction, pour ce pourquoi on est là, etc. etc. L'autorité charismatique, c'est impacter, c'est donner une impression. Ça ne veut pas dire faire peur, et c'est les limites, c'est la limite de faire peur, et puis de s'appuyer trop sur son charisme, ça fait perdre un petit peu tout le reste. Mais de travailler son charisme, ça permet de poser les choses dès finalement le premier mot, la première apparition visuelle. Et donc, comment on fait? On travaille corps et voix. Il y a des formations corps et voix. On joue sur la symbolique, on s'appuie sur les codes communs, etc. etc. Je dis n'importe quoi, mais si par exemple vous arrivez à faire une ou deux blagues, une ou deux allusions sur la thématique qui correspond au groupe avec lequel vous bossez. Moi, je pense une fois, j'avais bossé avec des bûcherons, des sylviculteurs, etc. J'étais content de connaître un petit peu le domaine, comme ça me permettait un petit peu de faire des allusions, des blagues sur le sujet. Et ça permettait aussi de travailler sur l'image qu'ils avaient de moi, peut-être aussi un petit peu autorité de compétence, mais un petit peu autorité charismatique par rapport à ça. L'autorité aussi, donc, c'était laquelle celle-là? Mais le saut de page n'était pas bon. L'autorité de fonction, et ça, je pense que c'est intéressant aussi de le rappeler, de dire, écoutez, là, pour le coup, j'entends bien que vous avez plein d'idées de méthode, mais c'est moi le facilitateur, j'ai préparé ça avec votre comité de direction, donc je vais le mettre en œuvre parce que je sais le faire. Peut-être que vous, à ma place, dans ma fonction, vous auriez très bien pu le faire, mais là, aujourd'hui, c'est moi qui ai cette fonction-là, et vous êtes participante et participant. Donc, je vous encourage, s'il vous plaît, à accepter que c'est moi qui, en tant que facilitateur, parce que j'ai cette fonction et que j'ai cette autorité de fonction, mets ça en place. Il y a quand même un risque, c'est que si l'institution à laquelle se rattache la fonction n'est pas exemple de violence institutionnelle, de violence symbolique, s'appuyer sur la fonction, ça peut engendrer une certaine forme d'oppression. Aujourd'hui, débarquer dans un quartier et dire « bon, moi, je vais vous donner la règle et vous allez la respecter parce que je suis flic », ça renvoie à tout un tas de, par exemple, le racisme institutionnel de la police française, et du coup, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que des fois, des policiers de proximité se basaient avant tout sur une autorité charismatique, une autorité affective, une autorité de compétence, avant de rappeler à tout bout de champ leur statut. Et lorsqu'ils organisaient des projets avec les jeunes, des matchs de foot qui créaient du lien social, ce n'était pas l'autorité de fonction qu'ils mettaient en place en premier. Et puis l'autorité de compétence qui est quand même souvent été évidente. Je suis là parce que j'ai une compétence à mettre en œuvre. Et donc l'idée, c'est d'être en confiance par rapport à cette compétence, en clarté par rapport à cette compétence et puis en explicitation par rapport à cette compétence. Le risque de cette autorité-là, c'est d'écraser l'autre par une espèce de supériorité de ses savoirs, de dire non, mais de toute façon, moi je sais, vous ne savez pas.
Et là, on n'est plus en train de mettre en action un groupe, on est en train simplement d'assurer sa position dans le groupe d'une manière autoritaire, avec une prétendue supériorité intellectuelle ou de compétence sur un sujet. Et en fait, quelles que soient les dimensions, quand on abuse, qu'on dérive sur une des 4 autorités, ben, on tombe sur de l'autoritarisme. Et par exemple, pour l'autorité affective, c'est un autoritarisme par la même manipulation relationnelle. L'autorité de fonction ou charismatique, c'est un autoritarisme par la force, par l'impression, par la menace implicite ou explicite, etc. etc. Et l'autorité de compétence, je viens d'en parler à l'instant. Donc voilà, ce document, s'il vous parle, n'hésitez pas à m'en faire des retours, il faudra que je l'améliore. Souvent, l'autorité, comment on la veut? Ben, on la veut consentie, on la veut durable, on la veut efficace. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passé en plein écran. Tac. Excusez-moi. On la veut durable, on la veut apaisée, etc., etc. Je ne sais pas si vous avez d'autres adjectifs qui vous viennent à l'esprit, mais la plupart des gens qui travaillent dans le milieu de la formation, de la facilitation, peut-être c'est différent dans d'autres milieux, comme par exemple c'est sans jugement aucun, hein, mais quand on est gardien de prison, quand on est contrôleur dans les transports en commun, etc., etc., peut-être que ce n'est pas la même chose. On veut une autorité incontestée, on veut une autorité simple, on veut une autorité qui ne va pas faire d'embrouille, etc., etc. Nous, quand on veut mettre en mouvement pour que les gens grandissent, ce qui est autre chose que le domaine de la répression ou du contrôle, bah, on veut quelque chose de plus apaisé, durable, consenti, quelque chose un petit peu de sécurisant, quoi. Il y avait une main qui se levait. Céline? Oui, merci de prendre ma question. Du coup, dans le chat, j'ai posé la question entre la différence entre l'autorité et le leadership. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Parce que du coup, les 4 dimensions de l'autorité, ça me fait penser au leadership et au fait que on n'impose pas une autorité, mais on nous la donne. Et je voulais avoir votre avis dessus. Le leadership, c'est un mot anglais. Je ne sais pas comment on le traduit en français. Est-ce qu'on le traduit par autorité? Mais au-delà de ce petit trait d'humour pour contourner la difficulté à répondre à la question, en fait, autorité, ça veut tout et rien dire, ça dépend le sens qu'on met derrière. Leadership, ça veut tout et rien dire, ça dépend le sens qu'on met derrière. Donc, si c'est un leadership consenti, explicité, apaisé, durable, qui peut être tournant même, qui s'appuie sur des compétences et pas uniquement sur de l'arbitraire, bah, ça rejoint un petit peu l'autorité telle que je la définis. Et je repense, je ne sais plus quoi, pourquoi il y a une série là, que j'ai vue il n'y a pas longtemps où à un moment, il y a un personnage qui dit « mais je ne veux pas être votre chef ». Et ils répondent « oui, mais on n'a pas besoin d'un chef, on a besoin d'un leader ». Et du coup, c'est vrai que c'est la distinction entre le chef et le leader. Si tu as un leadership qui n'est pas là pour écraser les autres et pour être le chef ou la chef, bah, tu as quasiment, j'ai l'impression, une espèce de traduction de ce que moi, en anglais, de ce que j'essaie de déterminer, de décrire comme autorité. Ça répond à peu près à la question? Oui, oui, merci beaucoup. Oui, ça y répond très bien. Merci. Et Eric, merci, il nous dit leader se traduit par meneur. Et du coup, c'est vrai que mener, agiter, mettre en mouvement, guider, etc., etc., là, on est en train de commencer à parler de posture. Je vais y venir, donc ça me fait une transition assez intéressante. Donc, pour résumer, l'autorité, je ne vais pas trop m'étendre sur et tu l'as construit comment, on en a parlé un petit peu, j'en ai parlé un petit peu à l'oral, mais l'autorité, ce n'est pas quelque chose qu'on est, c'est plutôt quelque chose qu'on construit dans une relation spécifique avec un groupe, dans le cadre d'un calibrage relationnel, quelque chose qui, si possible, est consenti et de pleine conscience, donc explicité. Moi, ça m'arrive avec des groupes de dire, bah là, vous voyez, depuis 2 heures, je trouve qu'on fonctionne bien. Est-ce qu'on peut prendre 5 minutes pour se dire pourquoi on fonctionne bien? Qu'est-ce qui fait que le groupe fonctionne bien, que Jérémy, qui nous présente depuis tout à l'heure le contenu qu'il amène en formation, ça se passe bien, que moi, je suis assez à l'aise dans mon rôle de facilitateur, etc., etc. Et on explicite, on extériorise, on formalise, on verbalise, et je pense que c'est important, parce que je ferai un autre webinaire là-dessus, mais il y a une différence entre les manipulations un peu perverses et l'accompagnement de pleine conscience.
Et je pense qu'il faut se dire que le facilitateur, la facilitatrice sont des manipulateurs et des manipulatrices. Après, c'est comment on manipule, pourquoi on manipule, et est-ce que c'est de pleine conscience. Et plus c'est de pleine conscience, et plus c'est pour le bien du groupe, et moins c'est de la manipulation perverse, et plus c'est ce que j'appellerais de l'accompagnement de pleine conscience. Mais on a peur des mots manipulation, on a peur des mots leadership, on a peur des mots management, on a peur des mots autorité. Faut regarder ce qui se met derrière tous ces mots, en faire un tri et aller chercher ce qui est intéressant. Lorsque vous allez chez l'ostéopathe, il vous manipule le dos. Il le dit comme ça, et ça ne vous pose pas de problème, parce qu'il le fait pour votre bien, il vous explique comment il le fait, il a une autorité de compétence, et si possible, il est un peu sympa, il a le diplôme, et puis il a un peu de charisme. Donc il a une autorité, il vous manipule pour votre bien, et c'est un petit peu ce qu'on fait lorsqu'on met en mouvement un groupe, on manipule le groupe, si possible en pleine conscience, avec cette autorité acceptée de pleine conscience, etc., pour le faire bouger. Donc, maintenant qu'on a parlé d'autorité, on va parler de posture. Alors, la posture, c'est être, par exemple, plus ou moins directif. Si je vous dis « Bonjour, rentrez dans la salle, chacune prend un post-it et écrit 3 idées pour le projet 2022-2025 de votre service. » Là, je suis hyper directif sur la forme. Si je les laisse s'installer et que je leur dis « Bon, on va faire un petit tour de table, on va prendre une demi-heure pour ça, chacun va dire ce qu'il veut. » Là, je suis complètement non directif sur la forme. Donc, on peut être plus ou moins directif sur la forme et puis sur le fond aussi. Et là, on va rentrer peut-être dans du débat, notamment, je ne sais pas si vous avez vu dans le groupe facilitatrice-facilitateur, il y a eu un débat sur la question, est-ce que le facilitateur et la facilitatrice sont là pour donner leur avis, pour influencer le groupe avec leurs croyances, leurs opinions, etc., etc. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Il y en a qui politisent leur facilitation en disant le gouvernement est oppressif, les médias nous mentent, le vaccin n'est pas efficace, etc., etc., font toute une liste comme ça et du coup se positionnent comme directif sur la réflexion intellectuelle, sur le fond, même si on n'est pas si c'est pas du tout si c'est pas du tout en rapport et qu'on est en train d'écrire le projet de service, mais si finalement vous paramétrez l'idéologie avec vos croyances, vos opinions, bah, sur le fond, vous avez une certaine directivité, vous influencez. Donc on fait un choix, je ne dis pas que c'est bien, que c'est pas bien, chacun voit midi à sa porte. Il y en a qui sont très très bien dans le conseil et qui sur le fond sont très directifs et font du consulting comme ça et sont très contents de le faire. Et les entreprises qui les accueillent aussi. Donc chacun voit midi à sa porte. Mais on peut être plus ou moins directif sur le fond ou sur la forme. Et du coup, si vous vous intéressez à la non-directivité, alors j'ai remis sur YouTube une petite vidéo de Carl Rogers présentée par Philippe Mérieux dans une émission qui s'appelle, qui est vieille, hein, vous verrez, Philippe a vieilli un petit peu depuis, et s'il nous écoute, je lui dis déjà que si la vidéo, il ne faut pas la mettre, tu me le diras Philippe, je l'enlèverai, mais du coup, une petite vidéo dans le cadre de l'émission qui s'appelle L'éducation en question, et où il présente Carl Rogers, qui est un des papas psychologues américains de la non-directivité, de l'approche centrée sur la personne, etc., etc. Cette vidéo, bon, moi j'ai mis une autre vidéo aussi de qu'est-ce que l'approche centrée par la personne, d'un psychanalyste ou d'un psychologue. Moi je ne comprends pas tout et c'est moins mon environnement. Moi je suis plus issu des sciences de l'éducation, de la formation, de la facilitation. Et ce qui se dit dans cette vidéo, c'est que ça explique un petit peu la non-directivité selon Carl Rogers. Et notamment, par exemple, avec un prof de philo qui, les premières séances, entrait dans la salle, disait « Bonjour, je me présente, je suis prof de philo, pendant quelques séances, je vais vous écouter », se mettait au fond de la salle et ne disait plus rien. Donc, pendant quelques séances, il ne se passait rien et lui, il était présent activement, en écoute active, il prenait des notes, puis au bout de la 4e ou 5e séance, il disait bah, « Vous avez dit ça et vous avez dit ça, bah, ça me fait penser à tel livre et puis ça me fait penser à telle réflexion. Voilà, je vous laisse avec ça, encore 2 séances. » Puis après, il amenait des textes, etc., etc. Donc, sur le fond, sur la forme, il était non directif. Et lorsqu'on fait, par exemple, de la médiation, dans la vidéo, il y a un petit extrait de formation d'élèves en collège qui se forment à être médiateurs et médiatrices pour faire de la médiation par les pairs, super intéressant, et qui, du coup, se travaillent sur cette non-directivité dans la médiation. Ils ne sont pas là pour dire « toi, tu as raison, toi, tu as tort ». Ils sont là avec ce qu'on appelle une approche expérientielle, et plus centrée sur les personnes, moins sur les jugements, et en essayant de faire émerger quelque chose avec une dimension un peu mailloticienne. Donc, cette non-directivité, vous pouvez un petit peu regarder la vidéo, aller vous documenter sur Carl Rogers, regarder ce document que je vous ai mis sur l'écoute sans jugement, l'écoute active, l'écoute empathique. C'est intéressant
Et finalement, si on va très loin dans une posture non directive dans la facilitation, ça pourrait être une posture où on arrive sans méthode préétablie, sans déroulé pédagogique. Ça pourrait être un temps d'une journée. Après, il faut bien être d'accord avec celui qui est notre client, mais une formation d'une journée, une facilitation pardon, d'une journée, où on dit au début, bonjour, je suis le facilitateur. Le but du jeu aujourd'hui, c'est de réécrire le projet de service. Pendant 1 heure, je ne vais rien faire. Je vais être présent activement, par contre, pour vous écouter. Donc, ce n'est pas vrai que je ne vais rien faire, mais je ne vous propose pas de méthode. Je ne vous propose pas de fond, faites ce que vous voulez, discutez, etc. Puis vous regardez comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des petits groupes qui vont s'installer autour du café, qui discutent? Est-ce qu'il y a un début d'essai d'organisation? Est-ce qu'il y a des figures qui apparaissent en disant je vous propose que j'ai une idée, le problème c'est que tiens, moi je vais mettre des post-it, etc., etc. Donc une approche rogerienne non directive de la facilitation, ça pourrait être ça pourrait être d'être non directif et sur le fond et sur la forme, de laisser émerger quelque chose et puis d'accompagner la construction à partir de ça. Ça pose la question, n'hésitez pas si vous voulez m'interpeller, de est-ce qu'on est dans le groupe, est-ce qu'on est en dehors, est-ce que c'est conscientisé par vous ou pas, est-ce que c'est explicité ou pas. Moi, souvent, je dis, là, je vais être super directif pendant les 3 premières heures sur la forme. Brise-glace, expression des représentations, débat mouvant, c'est moi qui pose les questions. Derrière, technique de Delphes, hyper directif sur la forme. Par contre, je leur dis sur le fond, votre projet de service, je n'en ai aucune idée. Je ne connais pas votre boulot, je ne sais pas ce qui fonctionne, je ne connais pas votre équipe, donc je n'ai pas d'avis sur le fond. Donc, ça peut être explicité ou pas. Est-ce que je donne mon avis ou pas? Est-ce que j'influence ou pas? Est-ce que ma posture, elle évolue en fonction de la journée, de la formation, etc., etc. Et puis aussi, pour s'inspirer un petit peu du modèle du management situationnel, je ne sais pas si vous connaissez, on a 4 exemples de postures, là, posture directive, participative, délégative, persuasive. Avec tout ça, la notion d'autorité, elle intervient avant, et puis pendant et après. L'autorité, les 4 qu'on a vus. Mais on peut être finalement, quelle que soit notre personnalité, quelle que soit l'autorité qu'on a installée dans le groupe, on peut à un moment ou à un autre être plus ou moins directif, plus ou moins participatif, plus ou moins délégatif, plus ou moins persuasif. Et j'aime bien ce petit schéma là que j'ai volé sur Internet de manière complètement illégale. Désolé Théos Consulting, en même temps je vous fais un peu de la pub. Ça dépend là où on met l'importance. Est-ce qu'on veut plus de relationnel ou plus d'organisationnel? Si finalement le relationnel n'est pas hyper important et que par contre on veut quelque chose qui soit très efficace dans la réalisation, dans l'écriture, on va être peut-être plus directif, plus persuasif. Enfin, si on veut finalement moins de relationnel, plus d'organisationnel, on va être persuasif. Si on veut quand même du relationnel et de l'organisationnel, on va être directif, délégatif, participatif. Donc, je ne vais pas aller trop loin dans la présentation du management situationnel, mais on peut faire, comme Céline nous disait tout à l'heure, entre leadership et autorité, entre management et posture, il y a vraiment des parallèles aussi à faire. Une autre manière de présenter ce management situationnel, c'est la manière dont le groupe, la manière dont vous sentez le groupe. Est-ce que dans le groupe, il y a des gens qui sont très compétents ou peu compétents sur le sujet que vous abordez? Par exemple, je ne sais pas, l'analyse des risques. Est-ce que vous avez des gens qui sont très motivés ou peu motivés? Si on a des gens qui ne sont pas très compétents et pas très motivés, il vaut mieux être sur un système directif, un peu impératif, en disant toi tu fais ça, on s'organise comme ça, dans 10 minutes on revient. Si vous avez des gens qui sont très compétents, mais pas très motivés, il va peut-être falloir les responsabiliser, les impliquer. Si vous avez des gens très compétents, très motivés, on va pouvoir déléguer en disant du coup, ce serait bien qu'on bosse un groupe sur le bilan, un groupe sur les perspectives, un groupe sur la gouvernance. Chacun va dans le groupe qu'il veut, on se donne 1 heure et puis vous prenez la méthode que vous voulez. Moi, je suis simplement là. S'il y a besoin, vous m'appelez. Et puis, si on a des gens qui, par exemple, sont très motivés mais pas très compétents, on va être beaucoup plus dans un rôle formatif, dans un rôle accompagnant, dans un rôle où on a un petit peu plus de directif et de persuasif pour accompagner les gens dans la découverte d'une méthode, d'un savoir-faire. Donc voilà. Donc du coup, dans la posture, il y a tout ça. Et moi, ce que j'aime bien, ça je l'ai emprunté au CMEA Suisse dans un petit bouquin qu'ils ont écrit sur autorité, punition, sanction dans le domaine un peu éducatif. S'il y en a qui, alors peut-être que vous n'êtes pas trop nombreux à pouvoir coller des post-it, mais nombreuses, mais regardez Monsieur Seguin et sa chèvre. Ils représentent 5 postures. C'est lesquelles avec lesquelles vous êtes le plus à l'aise et le moins à l'aise? Est-ce que quelqu'un veut nous dire? Une posture
où il y a M. Seguin avec une laisse, ils vont ensemble dans la montagne. Là, il y a une barrière autour de la montagne, ils regardent de loin avec les jumelles. Là, il tourne le dos, il écoute de la musique, il y a la chèvre, la montagne et puis le loup derrière. Là, il y a une bulle avec un loup, il y a M. Seguin qui est assis avec une main sur le dos de la chèvre. Et puis là, il tourne le dos à la chèvre qui est entourée d'une barrière avec un périmètre assez petit et avec la montagne au loin. Donc Jérôme, par exemple, se dirige vers la posture de M. Seguin en bas à droite. C'est lesquelles les postures avec lesquelles vous êtes à l'aise, les postures avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise. Donc Eric, vous êtes à l'aise plutôt avec la posture en bas à gauche. Vous la définiriez comment, cette posture, s'il fallait lui donner un nom? Après, je vous dirai la posture le nom qu'avaient donné les CMA suisses pour ces illustrations, mais bon, on peut faire plein d'interprétations. Hein. Pour moi, c'est la posture du leader qui forme avant de donner de la liberté. Hein, parce que le délégatif, c'est bien, mais avec du personnel compétent. Si on fait du délégatif avec des gens qui ne savent pas, eh ben c'est ce qu'a fait. C'est là où a mis son post-it Jérôme. La chèvre, elle risque de se faire bouffer par le loup, quoi. Ouais. Donc, du coup, il y aura une espèce d'évolution entre je donne les outils pour être un petit peu en responsabilité et en délégation, et ensuite, je suis un peu moins directif, mais quand même avec un certain cadre. La chèvre se balade dans la montagne, le groupe avance à son rythme, mais quand même avec un périmètre défini. C'est un peu ça? Oui, il faut de la liberté, responsabiliser. Ok. Et Jérôme, pourquoi en bas à droite alors? Si Jérôme est encore avec nous. Bon, Jérôme, le micro n'est pas allumé. Je ne sais pas si tu essaies de parler. Mais en tout cas... pardon, je ne retrouvais Jérôme. pas la... Ouais, désolé. En fait, je l'avais mis là parce que je n'avais pas vu le loup au début. Mais en fait, non, même en voyant le loup, moi j'aime bien donner les clés. Enfin, j'aime bien que le groupe se débrouille tout seul et avance par lui-même. Et tu sers à quoi alors? Les cadres, pour le moment, rien, puisque je ne suis pas officiellement facilitateur, donc c'est très bien. Mais les autres cadres sur les autres affiches, je les trouve trop forts. Trop forts, notamment la barrière. La barrière, c'est un peu celui-là que je verrais donner, mais et la laisse sont des cadres un peu trop forts pour moi. Donc, Ok. Et quel peut être l'intérêt de cette posture où finalement je laisse faire le groupe? Tu lui donner confiance, lui faire confiance. Oui, c'est possible. Quoi d'autre? Ça peut arriver. C'est-à-dire qu'un groupe peut prendre confiance en se disant tiens, finalement, on y arrive et on ne se fait pas manger par le loup. Après, s'il se fait manger par le loup, là, il va perdre confiance, par contre. Mais ça peut être à double tranchant. Je vois Christelle qui a allumé son micro. Bah oui, c'est aussi l'école de l'apprentissage par l'erreur. C'est ça, c'est l'apprentissage par l'erreur, l'apprentissage par l'expérience. Si on laisse faire de manière vraiment non directive, on fait une non-directivité rogerienne, et qu'au bout de 2 heures, on dit bon, qu'est-ce qui a fonctionné dans votre auto-organisation non guidée? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Quelles sont vos forces? Quelles sont vos faiblesses? Quels sont vos besoins? Et là, vous permettez d'accompagner le groupe dans une maturation une prise de conscience de qui il est, de quoi il a besoin. Et quand vous dites, moi, si vous voulez, pour répondre à ce besoin, j'ai une compétence, j'ai une stratégie avec des méthodes, avec une démarche pédagogique, etc., du coup, ça peut être plus facile de rentrer avec ce groupe-là. Et ça m'est arrivé, moi, de bosser avec des groupes où, à certains moments, où je commençais sur du directif un peu guidé, etc., puis je voyais que ça ne prenait pas, qu'il y avait un décalage, ils considéraient comme inutile. Et j'en suis venu parfois à dire, OK, là, je me retire, faites comme vous voulez, vous avancez comme vous voulez, on se retrouve dans 2 heures, et puis vous me dites si ça a marché ou pas. Et c'est vrai que cet apprentissage par l'expérience, peut-être pas l'apprentissage par l'erreur, mais ça permet des fois d'être sur de la prise de conscience de ses forces et de ses faiblesses, et donc de ses besoins. C'est pourquoi, là, if you put fence around people, je suis très mauvais en anglais. William McKnight, quelqu'un peut me dire? Oui, c'est moi qui ai mis ça. Ouais. C'est le patron de 3M dans les années 20 qui a dit si vous mettez des barrières autour de vos gens, vous obtenez des moutons. Ok. Voilà. Donnez aux gens l'espace dont ils ont besoin pour grandir. Ok. Ce que je trouve intéressant aussi quand je forme moi des gens à la posture, etc., c'est que souvent il y a un rejet de quelque chose qui est trop directif.
Par contre, quand derrière, je les vois sur le terrain, je leur dis, mais vous êtes plus directif que ce que moi, j'imagine être la directivité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui rejettent la directivité tout en étant à fond dans la directivité. Pour se rassurer aussi, hein, la non-directivité, je pense que c'est au bout d'un cheminement professionnel que petit à petit, on la construit. Mais au début, pour se rassurer, je pense qu'on met de la directivité, on a un contenu pédagogique avec un timing, on a des objectifs clairs, on a des méthodes préétablies, on a quasiment des points d'arrivée possibles sur le fond, etc., etc. Et c'est pas grave. Je pense qu'il faut aussi se dire, un peu comme le disait Eric, hein, que, enfin c'est un peu annexe, mais que finalement, si on ne donne pas un périmètre, il y a plusieurs choses qui se passent. Il peut y avoir une inefficacité, mais il peut y avoir aussi un espèce de vertige. Vous voyez un petit peu le malaise de la page blanche. Si je vous donne une page blanche et que je vous dis, allez-y, écrivez ce que vous voulez, il y a une grande partie d'entre vous qui vont être un petit peu mal à l'aise. Si on fait un espèce de brainstorming autour du mot expression écrite, et puis que derrière, on tire au sort des images avec plein des images de Dixit, vous voyez, par exemple, avec plein de choses représentées, et puis que on s'entraîne avec derrière le jeu Il était une fois à raconter une histoire de manière coopérative. Et puis que derrière, je vous dis, voilà une page blanche, écrivez ce que vous voulez, bah, j'ai été très directif sur la forme pour vous accompagner dans le processus créatif et je vous ai donné un cadre et je vous ai donné des balises. Et avec tout ça, bah, je peux derrière être moins directif. Mais je pense qu'il y a un danger de la non-directivité totale parce qu'elle finalement renforce les plus forts. Et c'est ce que dit Carl Rogers, ou un prof qui a fait de la pédagogie rogerienne. Il dit le risque, c'est ça, hein, c'est de renforcer enfin, comment dire, ça peut être quelque chose d'élitiste finalement, où les plus forts deviennent encore plus forts et les plus faibles restent plus faibles, parce que si on ne donne pas les clés à certaines pour qu'il y ait une équité de participation dans le groupe, de création, etc., on s'en sort. Du coup, pour vous dire un petit peu ces images, celui-là, c'était la négociation avec la laisse, etc. C'est OK, tu vas dans la montagne, mais on va négocier un contrat de groupe. On va se mettre d'accord sur combien de temps pour tel temps de travail, etc., etc. Celui-là, c'était la non-directivité. C'est-à-dire, j'ai mis un périmètre, quand même un périmètre, hein, le prof de philo rogérien qui laisse parler ses élèves, ils n'ont pas le droit de sortir de la salle pendant 1 heure, hein, donc il y a un périmètre dans le temps et dans l'espace. Donc c'est la non-directivité. Là, celui-là, c'était le laisser-faire, le laisser-aller. Quasiment la démission, hein, même si elle est temporaire. Celui-là, c'est la manipulation. Et c'est intéressant parce que on peut l'interpréter de plein de manières différentes, hein. Ça peut être une démarche formative, explicative, mais il y a quand même le loup, il fait peur. Moi, je t'aime bien, la chèvre, t'es ma chèvre adorée, je te mets la main sur l'épaule, je me mets à ta hauteur. Et il y a quand même un petit côté chantage affectif, manipulation par la peur qui peut questionner, mais on peut l'interpréter complètement différemment. Et puis là, bien sûr, hein, c'est vraiment la directivité. Tu n'as pas beaucoup de marge de manœuvre, tu fais ce que je te dis comme je te le dis. Sachant qu'une directivité qui n'est pas acceptée ne va pas permettre au groupe de grandir. Donc voilà, moi j'aime bien ces 5 illustrations. Vous pouvez les reprendre tout à fait sur le board si vous voulez, en gardant le lien du board, pour vos exercices avec des groupes et tout ça. Ça permet de voir qu'il n'y a pas une posture, il y a des postures, qu'on peut faire évoluer la posture dans le temps, commencer par quelque chose de très directif, puis aller vers du très délégatif, finir par du non directif, revenir à la fin sur du directif pour prioriser, etc., etc. Et je vais finir par, c'est un document que je suis en train d'écrire à partir d'un autre document des CMA qui s'appelle Petite galerie de portraits pour formateurs en mal de modèle. Moi, c'est Petite galerie de portraits pour construire sa posture de facilitateur, facilitatrice. Et du coup, vous voyez là le prési? Ouais, c'est bon. Ouais. Et du coup, ça montre quelques modèles. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, si je suis entièrement dans un modèle, je deviens une caricature et il y a des écueils qui sont forts. Par contre, je peux m'inspirer des différents modèles. Donc, est-ce que vous êtes un instructeur, un éducateur, un animateur, un médiateur, un accompagnateur, un facilitateur dans votre démarche de facilitation? Est-ce que vous êtes là pour instruire, pour éduquer, pour réparer, etc., etc. Donc, les 5 images, on les a vues. Voilà. Donc, est-ce que, par exemple, vous vous retrouvez dans cette image, l'image de la personne qui explique, qui éduque, qui instruit? C'est un modèle qui existe. Il a ses avantages et ses inconvénients. Il y a un côté un petit peu directif,
C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir beaucoup d'inventivité, les gens ne vont pas découvrir de nouvelles méthodes si vous leur dites comment il faut qu'on fasse. Il y a le modèle un petit peu sculpteur ou même, vous voyez, soigneur, c'est-à-dire que les personnes sont des gens qui sont malades et qui ne savent pas. Moi, je suis là pour les soigner et puis pour leur remettre le cerveau en place. On a parfois ce côté un petit peu redresseur de tort. Il ne veut plus bouger. Alors, celui-là, allez, pensez fort. Donc, vous voyez, ça, c'est Carl Rogers, c'est la maïotique. Il y a beaucoup de facilitateurs et facilitatrices qui s'intéressent à l'écoute empathique, qui s'intéressent à cette approche un peu maïoticienne. Le groupe est bon, les individus sont bons. Je suis juste là pour faire accoucher un truc en facilitant un petit peu, en étant un petit peu comme la Pierre Ponce dans la chimie, quoi. J'oublie le mot, mais le catalyseur, quoi. C'est-à-dire, je ne suis pas indispensable parce que les compétences sont là, mais je vais aider un petit peu à ce que ça se passe bien, quoi. Donc, ce côté un peu maïotique, on le retrouve beaucoup dans la facilitation. Le côté un peu thérapeute, et ça, on le retrouve beaucoup. Il y a des facilitateurs, des facilitatrices qui ont une idée assez claire de ce que doit être la société, de ce que doit être un individu. Et lorsqu'ils voient qu'il y a par exemple des rapports hiérarchiques dans une entreprise, ils vont tout faire pour réparer ça et pour soigner les gens, pour leur dire non, non, ce qu'il faut, c'est une entreprise sans rapport hiérarchique, sans rapport de domination, etc. etc. Ça, je ne juge pas, hein, mais il y a parfois, et on a tous un petit peu ce tendance à réparer parce qu'on a une vision un petit peu claire de ce que doit être une entreprise libérée, une association équilibrée, etc., etc. Il y a la dimension un peu sculpteur qui ressemble un petit peu à la posture thérapeutique, sauf que le sculpteur, on fait à partir d'une matière un petit peu vierge, un peu bloc, en disant, bon, bah voilà, vous êtes un groupe qui n'est pas organisé, moi je vais vous sculpter en groupe organisé. Le côté un petit peu justicier, réparateur, bon, tu as été méchant, vous avez été avec un système qui ne fonctionnait pas, je suis là pour remettre de l'ordre. Le côté manipulateur et destructeur, et ça, on l'a tous un petit peu. Et je pense que c'est important d'être un petit peu en clarté par rapport à ça, parce que pour asseoir sa position dans le groupe, des fois, on va avoir des petits pics toxiques, on va rentrer dans l'art un petit peu vite de quelqu'un qui donne une idée de méthode parce que c'est nous qui apportons la méthode, on va écraser un peu quelqu'un qui écrase les autres pour rétablir. Enfin, il y a ce côté un peu manipulateur, destructeur qu'on retrouve dans les postures de facilitation et qui est intéressant d'interroger. Le côté un peu gourou, je ne l'explicite pas, il est assez explicite. Le côté un petit peu normatif, c'est-à-dire que j'ai une posture de je vais faire accompagner pour que la personne grandisse, mais quand même dans une certaine case. Je ne me souviens plus pourquoi j'avais mis cette illustration et je ne suis pas arrivé à l'enlever tout à l'heure, je passe. Et voilà, donc pour finir, il y a différents modèles qu'on peut imaginer pour construire notre posture, formateur, thérapeute, accoucheur, interprétant, militant, réparateur, transgresseur, destructeur. Peut-être que l'image avec les habits trop grands, c'était peut-être l'idée un petit peu de transgresser, de décaler, d'être disruptif. Mais voilà, je pense que c'est intéressant de se pencher, je n'ai pas fini le texte, je le finirai dès que possible, sur cette question des figures qui existent en termes de posture du formateur, du facilitateur, pour construire quelque chose qui est un petit peu équilibré en termes d'autorité et en termes de posture. Voilà. S'il y en a qui s'inquiètent de voir l'école du petit fasciste dans mes onglets, c'est que je suis en train de faire une analyse du programme d'Éric Zemmour là, pour l'école et que voilà, j'ai appelé le board d'explication comme ça. Voilà, c'était juste pour qu'il n'y ait pas de malentendu. J'ai à peu près fini ce que je voulais faire. J'espère avoir été clair. J'espère que vous y avez trouvé des petites choses qui peuvent vous être utiles. Le board reste, les documents restent. Peut-être j'en rajouterai aussi des documents. Les liens restent, donc vous pouvez tout à fait revenir à ce board pour choper des documents, pour rajouter des choses ou pour vous redocumenter. N'hésitez pas, je fais un petit cadre en bas à droite, ici, tac, je vais le mettre en violet, à venir coller un petit post-it de bilan si vous le souhaitez, pas d'obligation, hein.
Alors, il faut que je déplace ça vers l'arrière. Tac, ça aussi. Tac. Donc, si vous voulez coller un petit post-it de bilan, n'hésitez pas. Et puis, vous pouvez tout à fait dire un petit mot à l'oral. En tout cas, je vais arrêter l'enregistrement et puis on peut discuter 2 minutes à l'oral si vous voulez. Merci à celles et ceux qui sont allés jusqu'au bout de ce petit webinaire, que ce soit en direct ou en rediffusion. Et vous pouvez trouver d'autres webinaires sur ma chaîne YouTube et vous pouvez soutenir mon travail si vous le souhaitez en parlant de ce que je fais, en m'invitant à venir faire des formations, des conférences, des choses comme ça, ou directement en soutenant sur mon compte Utip pour financer mon travail, la partie de mon travail en tout cas qui consiste à produire du contenu. Donc, merci à toutes et à tous. Ceux qui sont en direct, vous pouvez rester en ligne quelques instants et à une prochaine fois dans un prochain webinaire.